passer à la deuxième table ronde et je vais immédiatement laisser la parole à Jean-Claude Lenoir pour l'introduire. Bien. Avec la seconde partie, nous sommes dans le cœur du sujet qui est traité par l'Office parlementaire. Je rappelle que celui-ci nous a confié à Christian Bataille et à moi-même le soin de travailler sur les techniques alternatives à la fracturation hydraulique. Alors, bien entendu, il était nécessaire, et c'était l'objet de la première partie, de répondre d'abord à une question qui est, oui, y a-t-il des gisements, y a-t-il des réserves? Est-ce que tout cela est exploitable? Merci à ceux qui ont participé à la première partie de cette audition. Et donc maintenant, nous allons parler des techniques alternatives. Les auditions que nous menons avec Christian Bataille depuis le début de l'année nous permettent aujourd'hui de penser que ces techniques sont en perpétuelle évolution, tant en ce qui concerne les procédés qu'en ce qui concerne les matériaux utilisés. La fracturation hydraulique à base d'eau demeure la technique la plus courante et donc celle pour laquelle le retour d'expérience est la plus riche. Il existe une autre technique opérationnelle, la stimulation au propane, qui présente des avantages et des inconvénients que nous devons envisager dans le cadre de notre travail. D'autres techniques de stimulation de la roche sont à l'étude dans les laboratoires et nous les évoquerons également ici. Alors je signale que la dernière intervention de la table ronde consacrée à la stimulation propane se fera en anglais et donc ceux qui le souhaitent peuvent se procurer d'ores et déjà un casque, mais je pense qu'ils sont répartis sur les tables afin de pouvoir suivre en direct la traduction des propos de John. Alors nous commencerons cette table ronde avec M. Bruno Courme, qui est devant moi, directeur de Total Gas Shell Europe. M. Courme, je rappelle que Total est un acteur majeur du secteur des hydrocarbures non conventionnels aux États-Unis, mais aussi en Argentine, en Europe, et en Europe pour l'évaluation des ressources, en Pologne et au Danemark. Et donc la question première que je vous pose, c'est quelles sont selon vous les pistes d'évolution les plus prometteuses s'agissant des techniques de stimulation de la roche. Alors je serai aussi sévère, et même plus sévère parce que pour la seconde partie il faut vraiment terminer en temps, que Christian Bataille. Vous avez 10 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci et bonjour. Je vais essayer de respecter les 10 minutes en commençant dès que la présentation sera disponible. Oui, je ne décompte pas encore. Merci. C'est comme lorsqu'on était à la tribune à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est le premier mot qui enclenche du sujet. J'avais prévu de commencer ma présentation par préciser une notion qui a déjà été mentionnée par Olivier Appert précédemment, qui était de parler de ce qui était conventionnel ou pas, pour rappeler que c'est une notion qui évolue et le temps qu'on passe à essayer de la définir, elle ne sera déjà plus valable. Ceci était probablement non conventionnel il y a plus d'un siècle et demi. L'AC, il y a une cinquantaine d'années, était considéré comme non conventionnel et aujourd'hui, développer des gaz acides peut être considéré comme quelque chose de conventionnel. Et cela a été dit, le deep offshore, l'offshore fond, était encore du non conventionnel il y a une dizaine d'années et aujourd'hui, des développements de ce style se font rapidement. Donc c'est une notion qui évolue avec le temps. Pour rentrer dans le vif du sujet, le gaz de schiste, mais ce que je dirais sur les techniques s'applique également aux huiles de schiste. Le gaz de schiste, c'est du gaz qui est le même que le gaz conventionnel. Son origine est la même, sa composition est la même, c'est essentiellement du méthane. Donc il ne diffère pas en origine ni en nature. En revanche, la différence tient dans le contenant, c'est-à-dire que le caillou qu'il contient, si vous me passez l'expression, a une caractéristique différente de celle des réservoirs conventionnels, qui est sa perméabilité, sa capacité à laisser s'écouler un fluide à travers lui. C'est cette caractéristique qui nécessite l'usage de techniques adaptées. Ces fameuses techniques sont la combinaison du forage horizontal, dont l'objectif est d'augmenter la surface de contact en fait, entre le réservoir qui contient du gaz et le puits qui sert à remonter les effluents à la surface, et la fameuse fracturation hydraulique, dont l'objectif est d'augmenter artificiellement cette fameuse propriété, la perméabilité du réservoir. Ce sont des techniques qui ne sont pas nouvelles.
elles sont anciennes, elles sont utilisées par l'industrie depuis longtemps, d'ailleurs pas uniquement par l'industrie pétrolière et gazière. On peut l'utiliser dans la géothermie par exemple. Forage horizontal depuis les années 80 se fait classiquement, je ne parle pas du forage dévié qui est une variante. Fracturation hydraulique depuis les années 1900, fin des années 40, on va dire aux États-Unis. Un point clé que je souhaiterais mentionner, j'y reviendrai après en fin d'exposé, c'est que malgré l'usage et la combinaison de ces deux techniques, la quantité de gaz récupérée par puits reste faible et beaucoup plus faible que celle que vous récupériez avec un puits conventionnel. Ce qui implique de forer plus de puits, ou en tout cas de faire plus de pénétration du réservoir. C'est une légère subtilité. Quelques définitions. La stimulation. C'est un terme générique qui couvre toutes les opérations qui visent à améliorer la capacité d'un réservoir à laisser dépiter le fluide qu'il contient vers le puits. Ce sont des techniques qui sont utilisées conventionnellement dans l'industrie pétrolière, par exemple pour remédier à des capacités d'écoulement qui sont dégradées, voire nulles aux abords du puits, qui sont la conséquence de l'opération de forage. On fait de la stimulation classiquement. Par exemple, les réservoirs carbonatés au Moyen-Orient, on leur injecte de l'acide pour nettoyer les abords du puits et permettre un bon débit du gaz ou de l'huile vers le puits. C'est aussi utilisé dans la géothermie profonde, incidemment. Donc la fracturation hydraulique, c'est une méthode de stimulation, mais qui elle est mécanique, puisque vous améliorez la capacité du puits à laisser débiter son fluide, mécaniquement et non pas chimiquement. Ce n'est pas une technique de forage. Je tenais à préciser ce point. Alors, quelques précisions qui me paraissaient importantes sur l'opération de fracturation hydraulique. C'est une opération qui est faite immédiatement après le forage du puits. Elle est faite en plusieurs étapes, qu'on appelle stages, si vous me passez l'anglicisme. Et chacune de ces étapes dure de 2 à 3 heures. On ne travaille pas la nuit pour éviter les perturbations de l'environnement. Donc en une semaine, on va dire, approximativement, les opérations de fracturation hydraulique sont effectuées. Elle consiste en l'injection sous haute pression d'un mélange d'eau, de sable et d'additifs chimiques. Et j'ai mis un ordre de grandeur, mais il a déjà été mentionné, de 10 à 20 000 m3 d'eau par puits, et non pas par stage, par étape, par puits. Et l'idée, c'est quoi? C'est de réouvrir un réseau de fractures, de fissures plus exactement, parce qu'on parle réellement de fissures, et de l'étendre. Les roches à la profondeur à laquelle on travaille sont déjà fissurées. Simplement, ces fissures ne sont pas nécessairement ouvertes, elles peuvent être fermées. Donc l'idée, c'est de réouvrir un réseau existant et de l'étendre, donc d'en créer un nouveau, de créer une nouvelle ramification. Une fois l'opération faite, elle est suivie par une opération qu'on appelle de dégorgement avant que la production puisse commencer. Et donc cette opération est donc effectuée au début de la vie du puits une fois pour toutes. Certaines compagnies peuvent envisager de refracturer au cours de la vie du puits, ça n'est pas la norme, loin de là. Alors voici une espèce d'inventaire que j'ai essayé de rassembler sur cette slide, toutes les techniques qui ont pu être mentionnées d'alternatives à la fracturation hydraulique. Alors, c'est un inventaire à la Prévert qui regroupe des techniques qui ont des états de maturité complètement variables, qui sont pour certaines farfelues. J'ai essayé de mettre ici tout ce qu'il y avait et je sépare entre deux, si j'arrive, pardon, ça ne marche pas, si j'arrive à avoir une... Voilà. J'ai séparé entre la partie gauche ici, qui sont les techniques de fracturation, alors dites hydrauliques. Je prends comme définition de la fracturation hydraulique tout ce qui utilise un liquide sous pression, et non pas uniquement un fluide à base d'eau. Et la partie droite, qui sont les autres techniques qui utilisent des phénomènes physiques différents. Je ne vais pas toutes les passer en revue, je vais juste en mentionner 2 ou 3. La technique de l'arc électrique ou fracturation électrique, mon voisin, je pense, en parlera. Je voudrais juste dire, puisqu'elle a été mentionnée dans la presse, que Total a effectivement participé à des recherches sur ce sujet, qu'aujourd'hui nous considérons que ce n'est pas une alternative viable à la fracturation hydraulique à base d'eau, parce que nous n'arriverons pas à reproduire des phénomènes d'échelle similaires. En revanche, ça peut avoir un intérêt pour d'autres applications, mais nous considérons que ce n'est pas une alternative viable à la fracturation hydraulique. L'autre technique que je voulais mentionner dans la partie droite, donc technique non hydraulique, c'est fracturation par explosion. Alors, je ne commenterai pas sur l'aspect nucléaire que j'ai mis pour la petite histoire. Les Russes et les Américains sont amusés à fracturer des réservoirs et des bombes nucléaires dans les années 60. Ils ont vitrifié le réservoir, le gaz était radioactif, on passe. La fracturation par explosion, par explosif conventionnel, semblerait être une des pistes les plus prometteuses en termes techniques.
En revanche, on comprend bien qu'en termes d'acceptabilité, d'explication d'utiliser un explosif, ça n'est pas nécessairement la technique qu'un opérateur va vouloir promouvoir. Et je ne pense pas que Total aujourd'hui soit dans cette démarche. Mais c'est une piste techniquement envisageable. Si je passe maintenant sur la partie gauche du tableau avec les techniques à base de liquide. Une technique dont on a beaucoup parlé est la fracturation à base de propane. On en parlera également plus tard. Je souhaitais donner la position de Total sur ce sujet. La fracturation à base de propane est une technique industrielle qui est employée au Canada notamment. Elle présente des intérêts techniques, c'est-à-dire qu'elle peut, dans certains types de réservoirs, amener de bien meilleures productivités que la fracturation à base d'eau pour des raisons d'interaction avec la roche. En revanche, elle implique la manipulation de quantités importantes, et on parle de plusieurs centaines de tonnes de propane en surface, qui est un produit extrêmement inflammable. Donc ce type de solution peut être une solution adaptée à des contextes où vous avez peu d'une population ou une densité de population faible. Ce n'est pas aujourd'hui une technique que l'opérateur Total est prêt à promouvoir dans un contexte européen. Vous avez d'autres techniques utilisant des gaz. Certes, ils ont toutes des inconvénients et nous ne considérons pas que l'usage d'hélium, de CO2 ou d'azote pur constitue une alternative viable à la fracturation hydraulique aujourd'hui, sauf dans des cas très particuliers. Donc la conclusion aujourd'hui de cette partie de mon exposé, c'est que la fracturation hydraulique à base d'eau est la technique viable, éprouvée et qui nous paraît être celle qui est la plus appropriée pour le développement des ressources que nous considérons. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas imperfectible, et l'industrie travaille rapidement à essayer d'améliorer. Alors j'ai cité ici un certain nombre de pistes, ce n'est pas exhaustif. Sur la partie concernant l'eau, c'est la diminution des quantités utilisées, c'est l'usage d'une eau non douce. L'usage d'eau douce n'est pas une fatalité. On peut très bien utiliser de l'eau salée pour éviter les conflits d'usage. On a parlé des problèmes de métaux lourds, c'est travailler sur la limitation des échanges entre la roche et le fluide de fracturation. Et nous avons des travaux de recherche sur ce sujet aujourd'hui. Ce sont les aspects de traitement de l'eau, amélioration du recyclage. Je vais accélérer, j'arrive dans mes dernières minutes. Nous travaillons également sur la partie additif, dont on comprend bien qu'elle suscite beaucoup de questions, puisque leur impact en cas de fuite peut avoir un impact en termes de contamination. C'est la diminution des quantités nécessaires à efficacité identique, remplacement par des techniques alternatives n'utilisant pas de produits, par exemple les ultraviolets à la place des produits biocides. L'usage d'additifs à impact environnemental faible ou nul. Alors aujourd'hui, on utilise des produits aussi utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Ça n'est pas une condition d'impact nul, mais c'est déjà un progrès. Et le futur, et aujourd'hui, il existe déjà certains produits, ce sont des produits biodégradables. Enfin, la transparence est clairement une nécessité. Et il y a ensuite des pistes sur l'aspect suivi et contrôle de l'étanchéité des ouvrages par exemple, surveillance aquifère, surveillance des émissions. Je reviens sur un point que j'ai mentionné au début. À mon avis, la vraie question qui se pose pour le développement de ce type de ressources, c'est la gestion de l'empreinte au sol. Et je crois que ça a déjà été mentionné. Le vrai défi pour les opérateurs, c'est celui-ci aujourd'hui, et des techniques existent. Il me reste 1 minute. L'autre aspect, c'est la relation avec les parties prenantes. Je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus, mais le cas français a montré un certain nombre de particularités qu'on retrouve d'ailleurs à divers degrés ailleurs en Europe, le rejet des énergies fossiles en étant un. Et donc, pour terminer mon exposé, je voudrais dire qu'il existe des défis associés à l'exploration et à la production des gaz de schiste en Europe, associés à la fracturation hydraulique en particulier, mais nous pensons qu'ils sont identifiés et qu'il y a des solutions techniques qui peuvent apporter, et en particulier, on peut mettre en œuvre la fracturation hydraulique de manière respectable de l'environnement. L'acceptabilité sociale sera clé, et ces ressources ne seront développées que si l'industrie, les pouvoirs publics et la société civile sont tous convaincus de l'intérêt de le faire. Et si elles sont développées enfin, ça sera sur un modèle qui sera nécessairement différent de celui des États-Unis. Ne nous focalisons pas trop non plus sur ce qu'on nous montre des États-Unis. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère avoir respecté les délais. Comme vous l'avez dit, je ne vais pas vous contester. Bon. Merci en tout cas pour votre intervention. Est-ce que je peux ajouter un petit commentaire? Au fond, ce qui nous est apparu dans nos recherches, dans les travaux que nous avons menés, c'est que le cycle d'exploitation était relativement court, en ce sens que l'injection d'eau dans le sol pour créer cette pression indispensable à l'ouverture des microfissures se fait dans un laps de temps très court, même quelques heures,
éventuellement quelques jours au maximum, et que d'autre part l'exploration elle-même se fait sur une période, ça a été dit tout à l'heure, relativement courte par rapport à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels. Tout à fait, en gardant en compte le fait qu'il faut forer beaucoup et donc il y a une gestion des activités en surface qu'il faut optimiser. Et le contexte européen pour cela d'ailleurs est beaucoup plus favorable que le contexte américain puisque vous avez des licences qui sont d'une taille supérieure qui permettent de préparer les développements de manière à optimiser les perturbations et non pas une succession de concessions comme aux États-Unis qui imposent de produire sur toutes les concessions en même temps et d'avoir des activités sur toutes ces concessions. Bien, je vous remercie. Je ne veux pas évidemment ouvrir le débat qui va être ouvert dans un instant. Je vous remercie à nouveau. Notre prochain intervenant est Pascal Belloc, qui se trouve juste là. Pardon, excusez-moi. Ah ben pardon, excusez-moi, je voyais. Vous avez un chevalet qui indique Pascal Belloc. Bon, Monsieur Belloc est... Non, je suis Monsieur Belloc, mais la présentation qui est à l'écran... Excusez-moi. C'est Monsieur... Excusez-moi, dans l'ordre, excusez-moi, Monsieur Gilles Pijaudier-Cabot. Effectivement, c'est moi qui m'étais trompé de feuille, qui est directeur du laboratoire des fluides complexes et leurs réservoirs à l'Université de Pau. Vous avez, Monsieur Pijaudier-Cabot, notamment mené des travaux sur la fracturation par arc électrique, qui n'est pas un procédé opérationnel à ce jour. Quelles sont, d'après vous, les techniques les plus prometteuses pour l'avenir ? Merci. Ce que je vais faire, compte tenu de la présentation qui vient d'être faite, je vais me concentrer en fait dans cette présentation et essayer de détailler finalement une seule slide, qui était la slide que vous présentiez, là, où il y avait un peu toutes les techniques. Avant ça, je voudrais... ça marche. Voilà. Je voudrais rappeler quand même un certain nombre de choses. La première chose, c'est que la fracturation hydraulique, c'est quand même un procédé, comme ça a été dit, qui date de plus de 60 ans, et c'est un procédé qui est largement répandu. Aujourd'hui, plus d'un puits sur deux est foré et fracturé, quel que soit son objet d'ailleurs. Hein. Pas uniquement des puits pétroliers, mais des puits d'adduction d'eau, des puits de géothermie. Bref, c'est un procédé qui est relativement vulgarisé. La fracturation hydraulique en matière de production pétrolière et en particulier dans les shales, son objectif c'est finalement de créer un réseau de drainage dans la roche réservoir, créer un réseau de drainage, mais aussi, comme ça a été souligné, réactiver le réseau existant et le connecter de façon à pouvoir produire le plus d'hydrocarbures possible. Et je dirais que c'est un peu cet équilibre entre la création d'un réseau et la réactivation d'un réseau existant qui fait que les schistes sont une difficulté supplémentaire par rapport à la fracturation hydraulique qui serait pratiquée dans des milieux qui sont beaucoup plus homogènes. Alors les voies d'amélioration, finalement, on peut en distinguer deux. La première, puisqu'il s'agit de formations qui sont très peu perméables, c'est d'augmenter la densité de fissures et donc augmenter le nombre de drains, augmenter la surface de fissure par mètre cube de matière, de façon à pouvoir évacuer, drainer le plus possible de gaz. La deuxième voie d'amélioration, c'est d'essayer d'utiliser des fluides. Alors si j'ai marqué moins stratégique, c'est parce que certains le sont et d'autres ne le sont pas. L'hélium, par exemple, en est un. D'utiliser des fluides qui soient un peu plus acceptables du point de vue de l'environnement et du point de vue de leur disponibilité. Alors pour ça, et j'aurai un discours qui est un discours, pardonnez-moi, assez académique, il y a trois possibilités. Au moins, on en connaît trois. La première possibilité, c'est de changer finalement le fluide utilisé pour la fracturation. Alors ce que vous avez ici, finalement, c'est le résultat d'une simulation relativement simple. On essaie de faire rentrer un fluide dans un réseau de fissures. Hein, ce que vous avez, le quadrillage, c'est un réseau de fissures. On utilise un fluide qui est de moins en moins visqueux, et on s'aperçoit qu'en faisant diminuer la viscosité, eh bien, le fluide est capable de pénétrer dans toutes les interstices de la matière. Et donc la quantité de fluide par mètre cube de matière va augmenter, on va être capable de fracturer le matériau plus facilement et avec une densité de fracture beaucoup plus grande. D'où un certain nombre de procédés qui aujourd'hui commencent à être utilisés à divers niveaux dans la pratique. La deuxième façon de générer
un réseau de fissures dans un morceau de matière, c'est de passer finalement d'une sollicitation qui est statique, qui est celle qu'on utilise quand on fait de la fracturation hydraulique. Bien gentiment, on injecte un fluide dans une fissure qui va se propager, et c'est de faire d'un chargement dynamique. Alors, l'analogue relativement simple, vous prenez un marteau, vous essayez de casser une vitre en utilisant un marteau, vous aurez plusieurs débris, alors que si vous y allez tout doucement, vous appuyez dessus, vous aurez que 2 ou 3 morceaux. Donc en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de fragmenter le matériau, donc toujours le même objectif, d'augmenter la densité de drain dans la matière, quitte à ce qu'elle soit un peu plus contenue dans l'espace. Et ce que vous avez là, c'est effectivement des résultats de fracturation par impulsion électrique, d'essais en laboratoire, qui vous montrent effectivement, je vais revenir en arrière, qui vous montre que la quantité de fissures générée par arc électrique, c'est une quantité de fissures qui augmente en fonction de l'arc électrique. Là, on est sur des chargements qui sont des montées très très rapides, c'est de l'ordre de la microseconde. On aurait à peu près la même chose avec des explosifs, peut-être avec plus de facilité pour manipuler le chargement dynamique que la production par arc électrique. La dernière voie, et elle n'est probablement pas à négliger, même si elle peut être un peu plus prospective, consiste à chauffer le matériau. Alors, le résultat du chauffage, si on pense huile de schiste, on se dit tout de suite, en chauffant le matériau, je vais diminuer la viscosité des hydrocarbures et je vais pouvoir l'évacuer plus facilement. Dans le cas des gaz de schiste, c'est pas le cas. Ce qu'on souhaite, c'est déshydrater la roche, c'est-à-dire aller vraiment chercher l'eau qui est liée à l'intérieur de la matrice rocheuse. Lorsque l'on va déshydrater la roche, la roche va vouloir se rétracter, et en se rétractant, elle va se fracturer, on va à nouveau avoir atteindre le même objectif. Voilà les trois voies auxquelles on peut penser si on veut envisager des alternatives à la fracturation hydraulique. Alors je serai comme mon prédécesseur, je dirais surtout n'oublions pas la dernière, la 4e voie, qui est aussi de mieux comprendre ce que l'on fait quand on fait de la fracturation hydraulique. On en fait depuis longtemps, mais on ne comprend pas forcément les choses au mieux, surtout lorsqu'on applique ça dans le cadre d'échelles qui sont particulièrement hétérogènes. Comprendre, ça veut dire effectivement utiliser et améliorer, ça veut dire utiliser de l'eau qui soit un peu plus en équilibre avec le milieu dans lequel on va vouloir l'injecter pour éviter les phénomènes de lixiviation. Comprendre et développer les technologies de traitement en surface, puisque cette eau qui remonte, lorsqu'elle est récupérée lors du flowback, elle contient quand même un certain nombre d'agents chimiques qu'il faut pouvoir traiter. Comprendre les technologies de tubage, mais là je pense qu'elles sont relativement bien comprises et au moins les solutions existent. Et surtout développer les technologies de monitoring pour savoir en sous-sol ce que l'on fait quand on fait la fracturation. Et il y a en France au moins un certain nombre d'entreprises spécialisées qui ont une réputation mondiale dans le domaine et qui mériteraient de pouvoir progresser sur ces technologies-là de compréhension et de monitoring. Le dernier point, ça sera ma conclusion, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a, mis à part la fracturation hydraulique, aucune autre technologie dans le domaine des gaz de schiste disponible aujourd'hui. Alors disponible aujourd'hui, ça veut dire disponible sur étagère et qu'on serait capable de mettre en œuvre demain. Il y a sur chaque voie que j'ai donnée, il y a des choses qui sont plus ou moins avancées. On le verra tout à l'heure avec le propane, et beaucoup moins avancé sur la fracturation dynamique, et encore moins sur la fracturation liée au chauffage. Mais il n'y a rien de disponible aujourd'hui. Il y a des brevets, il y a certains pilotes, il y a des études en Chine et aux États-Unis et en Europe qui se développent, et aussi il y a pas mal de travaux qui visent à développer, à contrôler la fracturation hydraulique. Voilà, je vous remercie. Merci. Écoutez, si je vous notais par rapport à l'usage que vous avez fait du temps qui vous a été offert, vous êtes très bien noté. Mais je vous remercie, c'était extrêmement précis. Alors, il y a un point, peut-être que nous en reparlerons tout à l'heure, mais je le pose dès à présent. Régulièrement, on parle des additifs. Il sera intéressant tout à l'heure qu'on en parle de façon plus complète, parce que pour l'opinion publique, et je m'en suis aperçu comme Christian Bataille, ce sont des mots, surtout quand on dit additifs chimiques, qui suscitent beaucoup d'interrogations. Donc il sera, je pense, intéressant que les uns ou les autres, ou dans l'échange auquel nous procéderons tout à l'heure, nous puissions reparler des additifs. Alors la parole est maintenant à François Caledjian, directeur adjoint ressources à l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles.
Monsieur Kaledjian, vous avez coordonné un groupe de travail de l'Alliance nationale de coordination de la recherche pour l'énergie, consacré aux recherches à mener sur l'exploitation des hydrocarbures de roche-mer. Quelles sont les priorités recherche-développement de la communauté scientifique française à ce sujet? Monsieur Kaledjian, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Donc, en 10 minutes, je vais vous présenter les conclusions d'un rapport que nous avons élaboré dans le cadre de cette alliance nationale sur la coordination de la recherche dans le domaine de l'énergie, ANCRE. Alors, ça marche comment, ça? Comme ça. Donc la fracturation hydraulique, on l'a vu, fait l'objet d'un débat assez vif et on pourrait qualifier d'ailleurs ce débat lui-même de fracturation dans l'opinion publique. Et on parle beaucoup d'alternatives à la fracturation hydraulique. Il y a certainement aussi à trouver des alternatives dans la fracturation dans le débat en y mettant un peu de rationalité. Alors les points qui émergent des différentes controverses sont notamment, on a parlé de la consommation d'eau qui peut être jugée excessive, qui malheureusement est d'ailleurs très faible par rapport aux pertes d'eau dans les réseaux d'eau potable. Il y a également tout ce qui concerne, et on l'a mentionné, le traitement des eaux de surface. Le risque de contamination qui est toujours redouté pour les aquifères par des produits toxiques, soit utilisés lors de la fracturation hydraulique, soit remobilisés dans le sous-sol, l'empreinte au sol, on en a parlé également. Les risques de sismicité induite, donc dès qu'on parle de sismicité, on imagine que c'est Fukushima, mais donc c'est aussi un risque qui est pris en compte et qui doit être adressé, comme on dit en franglais. Et puis il y a les questions d'émissions de méthane, notamment lorsqu'on utilise la fracturation hydraulique et que l'eau qui est produite lors de cette fracturation hydraulique est mise dans des bacs et donc libère des bouffées de méthane, lequel méthane est un gaz à effet de serre. Donc on voit que autour de cette fracturation hydraulique, il y a beaucoup de controverses et que pour traiter correctement ces controverses, eh bien, il est important d'apporter une approche scientifique. On peut mentionner notamment dans un pays européen tel que la Grande-Bretagne que finalement les gouvernants se sont tournés vers la communauté scientifique pour lui demander de fournir des recommandations permettant de suspendre le moratoire qu'ils avaient pris sur l'exploration et de reprendre finalement les travaux sur la base des recommandations de la communauté scientifique. Donc il y a certains pays qui font confiance à la communauté scientifique. Alors, en matière d'alternative à la fracturation hydraulique, eh bien, dans le cadre de cette alliance ANCRE, nous avons remis en juillet 2012 un rapport qui finalement se décompose en 3 parties. D'une part, traite des améliorations de la fracturation hydraulique. On en reviendra dessus très rapidement. Ensuite, des substitutions de l'eau par d'autres fluides qui peuvent être utilisés pour la stimulation des horizons à produire. Et puis, on a regardé aussi s'il était possible d'envisager des procédés autres que la fracturation, que la stimulation des roches par finalement pression, surpression. Donc tout ça est consultable sur Internet. Je vous ai mis l'adresse où vous pouvez vous procurer ce rapport. Alors, améliorer la fracturation hydraulique, là, ça passe par la composition des agents chimiques que Monsieur le Président vient de mentionner, notamment, et Bruno Courme l'a aussi dit, il est possible d'utiliser des agents chimiques issus de l'industrie agroalimentaire. On a parlé, fut un temps, par exemple, de polymères comme issus du guar, ce haricot produit en Inde. Donc, voilà, par exemple, un produit
produit qui est totalement inoffensif. Et puis il y a aussi une façon de traiter cette question d'utilisation et de quantité de produits chimiques, parce que la plupart d'entre eux, finalement, c'est une chaîne de produits chimiques qui viennent pour pouvoir transporter des grains de sable permettant de maintenir les fissures qui ont été produites par surpression. Et donc ce sable, pour le transporter, eh bien, il nécessite de viscosifier le fluide de fracturation. Et pour viscosifier ce fluide de fracturation, il faut éviter qu'il se dégrade trop rapidement par des petites bestioles. Donc on va y mettre un autre produit chimique pour le protéger. Et puis il va falloir aussi que ce viscosifiant, eh bien, au bout d'un moment, arrête de jouer son rôle. Donc on va remettre encore un produit chimique pour l'empêcher de continuer à agir. Donc vous voyez finalement que pour transporter des grains de sable un peu lourds, eh bien il y a toute une quantité, une série de produits chimiques qu'il faut ajouter à l'eau. Et si on se disait qu'on pourrait utiliser eh bien des matériaux allégés, eh bien déjà vous pouvez vous passer d'une bonne quantité de produits chimiques à mettre dans l'eau. Alors, il y a une autre façon aussi de répondre à certains des enjeux qui étaient mentionnés. C'est notamment d'optimiser le placement des puits. Il n'y a rien qui dit qu'il est nécessaire de forer 50 puits à partir d'un puits vertical, de faire 50 puits horizontaux pour produire un horizon. Certainement que pas mal de ces puits ne produisent pas grand-chose parce qu'ils sont mal positionnés par rapport aux contraintes géomécaniques du réservoir. Donc il y a un petit peu d'intelligence à mettre dans tout ça pour optimiser beaucoup les processus de production. Et monitoring plus précis, monitoring à la fois des opérations qui sont conduites au niveau des roches-mers, mais aussi des aquifères à protéger, et puis le traitement des eaux. Alors aux États-Unis, il y a de grands programmes de recherche qui sont en cours, et on peut dire que déjà, par exemple, sur le thème de la consommation d'eau, il y a une réduction de 30% de la quantité d'eau utilisée qui est observée. Alors les techniques alternatives, mon voisin détaillera l'utilisation du propane, du GPL. Je mentionnais ici quelques points d'intérêt pour ce procédé. D'une part, c'est du propane, c'est pas de l'eau. D'autre part, c'est un fluide qui, dans le sous-sol, est inerte. Il n'y a pas de remobilisation ou beaucoup moins de remobilisation de composés, et notamment de métaux lourds. Il n'y a pas d'altération des argiles, parce qu'on ne vient pas modifier la quantité d'eau qu'elles contiennent et par des déséquilibres entre des eaux qui n'auraient pas été équilibrées avec les eaux en place. Et puis, c'est un fluide qui est compressible et qui donc peut être géré avec des volumes plus faibles. Et puis, comme il est miscible, ce propane, avec le pétrole ou le gaz qui est produit, eh bien, il peut être recyclé quasiment à 100%. Il nécessite moins de produits chimiques du fait de cette miscibilité. Et puis, il peut être séparé dans des systèmes fermés. Et donc, il n'y a pas d'émission de méthane en surface. Donc, c'est un procédé qui est relativement mature. Il y a eu plus de 1500 opérations qui ont déjà été opérées. Donc c'est un procédé qui est intéressant. Le point de vigilance, c'est la gestion des stockages en surface. Et là, il faut regarder correctement les choses, et même en termes de process, parce qu'on peut aussi imaginer qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir des centaines de tonnes de stockage de propane en surface si on s'y prend bien. Et puis les autres produits de substitution qu'on peut mentionner, c'est le CO2 ou l'azote. Alors utilisé probablement pas seul, mais avec des adjuvants, notamment pour ajuster leur viscosité pour ce transport de grains de sable dont on a parlé tout à l'heure. Alors en ce qui concerne le CO2, malgré tout, il y a la question aussi de ces interactions avec la roche qu'il faut prendre en compte. Alors, voilà pour les fluides de substitution. Alors, peut-être je suis allé un peu vite. Alors, dans les autres alternatives, eh bien, on a parlé des procédés thermiques. Alors, procédés thermiques, c'est
ça peut être vu comme apporter de la chaleur, ça peut être aussi vu comme apporter des frigories, du froid. Hein. Donc, en matière d'apport de chaleur, apport de calories, eh bien, on imagine que ce genre de procédé thermique joue sur l'assèchement des argiles. Les argiles, ce sont des minéraux qui contiennent beaucoup d'eau, et donc, si on imaginait qu'il y ait suffisamment de transfert thermique au niveau des argiles constitutives des roches-mères, eh bien, on aurait une génération d'eau in situ, une augmentation de pression in situ et une fissuration induite. On pourrait aussi avoir une transformation améliorée des coupes présentes in situ. Et puis tout ça conduit à des phénoménologies un peu complexes, mais qui associent des phénomènes thermiques à des phénomènes géomécaniques qui sont hérités de ces phénomènes thermiques et puis géochimiques. Alors une autre variante des procédés thermiques, c'est tout ce qui est apport de frigories. Alors on apporte du froid. Alors ce sont des technologies qui sont déjà utilisées pour la stimulation des réservoirs, puisqu'on va réduire les contraintes mécaniques en place. Et du coup, on peut réduire aussi l'énergie de stimulation nécessaire. Procédé électrique, ça a été mentionné auparavant, je ne vais pas revenir dessus. Tous ces procédés nécessitent un dimensionnement, un bilan énergétique, un bilan environnemental, un contrôle et puis une gestion du process dans les aires de drainage auxquelles il conduit. Alors je conclus. D'une part, pour rappeler que la fracturation hydraulique peut être améliorée dans ses différentes composantes, qu'il y a des alternatives à la fracturation hydraulique qui donc existent, qu'elles doivent être étudiées, elles sont plus ou moins matures, mais on a des fluides de substitution, on peut travailler aussi sur des nouveaux matériaux, des agents de soutènement, le sable, on peut aussi étudier de nouveaux procédés qui soient thermiques ou électriques. Tout ça nécessite de la R&D, de la recherche et développement, qui doit être soutenu par des programmes. Il n'y a aucun programme en France qui soit soutenu par les pouvoirs publics. Et puis, Monsieur le Président, le DO a ouvert cette journée en mentionnant la loi du 13 juillet 2011 par son article 1. Et bien moi, je terminerai ma présentation en concluant par l'article 4 de cette même loi, qui en contient 4. Et donc, en rappelant que tout ça pourrait être mis en place si on appliquait la loi, et notamment dans cet article 4 qui recommande la mise en place d'expérimentations sur site à fin scientifique. Voilà, je vous remercie. Bien, merci pour ce rappel très opportun de la loi. Bon, écoutez, la maîtrise des risques vis-à-vis du sujet qu'on évoque laisse entendre qu'on maîtrise également le risque que la technique ne suive pas. Alors donc, vous improvisez sur une autre méthode. Je vais commencer en espérant que la présentation arrive. Je vais parler de la maîtrise des risques liés à la fracturation hydraulique, puisqu'on l'a vu, il n'y a pas véritablement d'alternative aujourd'hui à la fracturation hydraulique. Et la meilleure alternative, donc, c'est la fracturation hydraulique qui utilise ou qui suit les dernières innovations et les derniers standards de l'industrie pétrolière. Alors, je voudrais juste revenir sur les risques de la fracturation hydraulique. Le premier risque, c'est la pollution du sous-sol, et essentiellement la pollution des nappes phréatiques. Le deuxième risque qui a été souvent identifié, c'est la ressource en eau. Le troisième risque, effectivement, ce sont les fluides de fracturation. Et puis le quatrième risque, c'est les impacts sociétaux, essentiellement les impacts visuels, la sismicité et autres. Alors, sur la préservation du sous-sol et l'intégrité des puits, ça a été dit tout à l'heure, mais pour préserver donc les nappes phréatiques, ces nappes phréatiques sont isolées par un certain nombre de cuvelages que l'on descend dans le puits, et ces cuvelages, les uns après les autres, sont cimentés. Donc au fur et à mesure du forage, vous descendez des casings et ils sont cimentés. Ce qui fait que vous avez entre les aquifères et puis le puits une série de casings qui isolent donc les aquifères. Donc ce risque est maîtrisé par la cimentation et la descente de casings. Et puis, on l'a dit aussi, c'est très important, le contrôle et le suivi de l'intégrité tout au long de la vie des puits. On fait des contrôles des cimentations pour vérifier que les cimentations sont bonnes. Et puis, on fait un contrôle périodique de la corrosion. Voilà. Donc, les cimentations, la descente de cuvelage et puis le contrôle de la corrosion et de la qualité des cimentations, c'est quelque chose qui permet de maîtriser les risques.
Deuxième risque qui a été identifié, effectivement, c'est qu'on a dit qu'il pouvait y avoir un risque que les fractures remontent jusqu'aux nappes phréatiques. Ça y est, c'est bon? Parfait. Désolé. Alors, celle d'après. Voilà, désolé. Voilà. Donc sur l'intégrité des puits, effectivement, on descend le long du puits un certain nombre de cuvelages qui sont cimentés et on assure effectivement l'intégrité du puits, qu'il n'y ait pas de communication entre le puits et puis les aquifères. Et on contrôle la cimentation et on contrôle la corrosion des cuvelages. Suivante. Ensuite, l'autre risque qui a été identifié, effectivement, on a dit que les fracturations hydrauliques pouvaient remonter jusqu'aux aquifères. Alors, premièrement, ça a été dit tout à l'heure, vous avez plusieurs milliers de mètres entre la fracturation et les aquifères, donc il faudrait des puissances de pompage qui seraient surdimensionnées. Et pendant les opérations de fracturation, en utilisant les techniques de la microsismique, on peut définir comment se propage, quels sont les mécanismes de propagation, en même temps qu'on est en train de pomper. On définit quels sont les mécanismes de propagation de la fracture et en cas de risque, si jamais elle ne se développe pas comme on l'entend, on arrête les opérations de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque. Donc le risque de la propagation des fractures jusqu'en haut est maîtrisé pendant les opérations. Et puis, très important, le monitoring, c'est-à-dire que tout au long de la vie du champ, on fait une analyse de la qualité des eaux dans les aquifères de manière à vérifier qu'il n'y a pas de pollution. Voilà. Donc le risque lié à la possibilité d'avoir des fractures qui remontent dans les aquifères est maîtrisé aujourd'hui. Alors, tout ça, bien sûr, sont des techniques qui s'améliorent et il y a de l'amélioration continue et de la recherche qui est faite. Mais en tout cas, la microsismique aujourd'hui permet de contrôler ce risque. Sur la ressource en eau, aujourd'hui, effectivement, les quantités sont certes importantes, mais on peut utiliser une eau qui n'est pas en compétition avec l'irrigation ou la consommation humaine. Ça veut dire de l'eau issue d'une fracturation précédente, de l'eau usée qui a été traitée, de l'eau issue d'un aquifère profond ne servant pas à la consommation, ou de l'eau de mer. Voilà. Très souvent, aujourd'hui, on réutilise de l'eau qui est issue d'une ancienne fracturation. Et puis sur le traitement, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, les pétroliers, quand ils produisent un baril d'huile, ils produisent 4 barils d'eau. Donc ce sont avant tout des gens qui savent traiter l'eau. Donc il y a des techniques aujourd'hui qui existent depuis très longtemps qui permettent de maîtriser le traitement de l'eau. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser, mais en tout cas ces techniques sont largement maîtrisées aujourd'hui. Sur les fuites de fracturation, on en a parlé. Aujourd'hui, on essaye d'améliorer donc ces fluides en utilisant le plus possible des matériaux ou des constituants qui viennent de l'agroalimentaire, qui représentent que 0,65% ou 1% à peu près du volume total. Cela dit, ce n'est pas le volume qui est important, c'est surtout la toxicité. Et donc, on évolue vers des fluides qui sont de moins en moins polluants en utilisant donc des additifs de l'industrie agroalimentaire. Et puis, il faut bien voir une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est fait en toute transparence, puisqu'il y a une législation qui existe et tous les additifs qui sont utilisés sont contrôlés, notamment à travers la législation REACH en Europe. Voilà, donc ça c'est un exemple de fluide de fracturation qui s'appelle Clean Steam, qui est utilisé dans l'industrie pétrolière aujourd'hui, qui provient donc intégralement de l'industrie alimentaire, qui a été utilisé à ce jour sur une trentaine de puits, alors qui présente effectivement un surcoût pour l'instant, parce qu'il n'a pas été énormément utilisé, mais en tout cas, c'est vers ce type de fluide de fracturation qu'on évolue aujourd'hui. Au niveau de l'occupation du sol et de l'impact visuel, on l'a dit en phase de forage, on essaie de réduire au maximum la superficie et l'empreinte au sol. On est sur 100 mètres sur 100 aujourd'hui, on peut encore réduire. Et par contre, en phase d'exploitation, on regroupe les puits effectivement en clusters et qui sont espacés aujourd'hui avec les dernières techniques de 5 à 10 km puisqu'on arrive à faire des drains horizontaux qui sont le plus longs possible et donc chaque cluster de puits ou regroupement de puits est espacé de 5 à 10 km. Et puis surtout, on fait beaucoup d'études du sous-sol pour essayer de déterminer quelles sont les zones qui produisent le plus et de manière à forer là où ça produit et d'éviter de forer là où ça ne produit pas. Donc les images qu'on a pu voir avec un puits tous les 300 mètres aux États-Unis aujourd'hui ne sont plus les images de la réalité. Dernier point, la sismicité. Effectivement, il faut reconnaître que les opérations de forage et de fracturation hydraulique induisent des événements microsismiques, mais il faut voir quelle est l'ampleur de ces événements microsismiques. Aujourd'hui, la magnitude, là on est sur une échelle logarithmique, donc entre chaque
unité, vous avez un facteur 10. La fracturation hydraulique, aujourd'hui, on note des événements qui sont entre -2 et 1, voire 2, c'est très très rare. Ce sont des événements donc, qui sont en termes d'incidence qui sont très 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 faibles. Les premiers événements sismiques qu'on peut ressentir, c'est aux alentours de 3. Donc on est plutôt sur un facteur 10 ou 100 inférieur en termes de magnitude par rapport à ce qui peut se ressentir en surface. Voilà. En conclusion, et c'est ma dernière slide, l'industrie pétrolière aujourd'hui maîtrise les risques liés au développement des hydrocarbures non conventionnels. Et leur développement peut se faire dans le respect de l'environnement. L'amélioration continue et l'innovation doivent être poursuivies parce qu'elles permettent de mieux maîtriser encore les risques aujourd'hui. Et quand on voit effectivement les réserves potentielles qui ont été présentées ce matin, les enjeux aussi en termes d'indépendance énergétique ou d'industrialisation pourraient être très importants. Et donc le bon sens, ce serait effectivement de confirmer ces réserves après avoir procédé en toute transparence à de l'expérimentation comme il est prévu effectivement dans la loi de l'été 2011. Et je voudrais juste redire effectivement que le principe de précaution ne prône pas l'inaction. Voilà, merci. Et désolé pour ce petit raté de la présentation au départ. Non, très bien, bravo, vous êtes bien rattrapé. Merci, Monsieur Belloc, merci beaucoup. Alors, je vais maintenant donner la parole à Jean-Pascal Simard, qui est le directeur des relations publiques en Europe du groupe canadien Vermilion. Vermilion étant le principal opérateur de pétrole en France, puisque vous êtes sur un certain nombre de champs. Monsieur Simard, je vais vous demander quels sont les retours d'expérience que vous avez à nous communiquer concernant cette exploitation et cette fracturation. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Effectivement, il y a toujours du pétrole en France, ce qui est rassurant, et nous essayons de prolonger la durée de vie de ces anciens gisements le plus longtemps possible. Donc Vermilion est un groupe assez jeune, créé en 1994, et nous avons eu l'opportunité de reprendre ces gisements anciens en 1997, à plusieurs étapes de notre présence en France, donc 1997, 2006 et récemment l'an dernier, des gisements que Total avait en Essonne et en Aquitaine. Donc aujourd'hui, Vermilion produit en France 11 600 barils, essentiellement du pétrole, un peu de gaz également des Pyrénées-Atlantiques, mais 11 600 barils chaque jour en France, qui correspond environ à 0,5% de la consommation nationale. Voilà, en sachant qu'il se consomme un peu plus de 2 millions de barils de pétrole tous les jours en France, donc 99% doit être importé sur le territoire. La position de Vermilion France est extrêmement importante au sein du groupe Vermilion. On représente plus d'un tiers de l'activité de Vermilion, donc ces 11 600 barils sont très importants. Beaucoup d'éléments ont déjà été dits, c'est un peu une redite, mais les défis ou plutôt inquiétudes qu'on a, nous, entendu avec nos différentes conversations avec les parties prenantes sur nos territoires en France, et également au Canada, on les a regroupés en 4 au niveau du confinement dans le réservoir lorsqu'on fait la fracturation hydraulique. Une question a été posée dans la première table ronde par un journaliste, à savoir est-ce que les fameuses fractures créées peuvent remonter jusqu'en surface. Donc, M. Belloc l'a bien expliqué auparavant, que ça peut être bien maîtrisé avec le microsismique. L'intégrité des puits, on en a beaucoup parlé. La réglementation est extrêmement importante et très développée en France avec la nécessité de mettre en place ces cuvelages et la cimentation, et avec une validation de l'administration à chaque étape du forage. Donc la construction du puits est très importante pour répondre à cette inquiétude. La consommation d'eau, on en a beaucoup parlé, et l'utilisation des additifs sont deux également inquiétudes ou défis à pouvoir améliorer pour pouvoir répondre aux inquiétudes et aux parties prenantes. Nous avons, Vermilion, effectué des fracturations hydrauliques sur le territoire. On a mentionné tout à l'heure, c'est une technologie très ancienne. Donc, sur la slide sur la gauche, nous avons effectué effectivement 15 fracturations hydrauliques entre 2002 et 2008 pour stimuler, améliorer la production d'un gisement conventionnel en Seine-et-Marne. Un gisement conventionnel qui se situe, pour revenir, voilà, pour pointer, c'est ici.
Oui, en dessous. Donc, le gisement conventionnel classique en Seine-et-Marne se situe soit en dessous de la Roche-Mère, précisé en vert sur la diapo, donc gisement conventionnel soit un peu plus profond, ou au-dessus. Donc, le gisement en question qui a nécessité la fracturation hydraulique, c'est le gisement de Champotran qui est juste en dessous. Et nous avons intervenu sur des puits, 15 puits, pour améliorer la production de pétrole conventionnel sur ce gisement sur une période de 6 ans. Donc, nous avons déployé ces efforts pour, bien sûr, produire un peu plus. Donc, les résultats ont été assez concluants. On a multiplié par 3, voire même 6 fois la production sur certains puits au démarrage. Pour vous donner un ordre de grandeur, certains puits ont passé de 10 mètres cubes à 30 mètres cubes et d'autres de 10 mètres cubes à 60 mètres cubes par jour de pétrole. Voilà. Sur la partie droite de la diapo, nous avons effectué également 2 fracturations assez ciblées pour évaluer la Roche-Mère. Voilà. Ce qui est arrivé, c'est qu'au cours des forages sur Champotran précisément, nous avons eu des indicateurs de pétrole, donc des remontées de pétrole de cette section géologique au cours de forage qui nous ont laissé dire qu'il y avait un potentiel de pétrole léger de même qualité que la provenance de nos gisements conventionnels de Champotran. Donc nous avons effectué en 2010, bien avant le débat sur les pétroles et les gaz de Roche-Mère. Donc, nous avions effectué 2 fracturations hydrauliques précises sur 2 puits à la REP, 2 puits verticaux que nous avons réutilisés pour démarrer un programme d'évaluation que nous avions estimé à l'époque entre 5 à 8 ans de travaux. Donc, cette étape était la première étape de cette période de travaux. Donc, nous avons effectué 2 fracturations avec les quantités d'eau injectées, les quantités de sable et les additifs avec la pression. Donc, on vous donne toutes les informations qui sont des informations qu'on a déjà entendues auparavant avec les différents intervenants. Voilà. Notre expérience au Canada, depuis 2010, nous développons un gisement qui s'appelle le gisement de Cardium, que vous allez pouvoir trouver sur notre site Internet. On a beaucoup d'informations au niveau de la production, des coûts. Nous avons effectué 150 forages. Donc, il faut savoir que ce gisement, c'est un réservoir conventionnel, dit compact, dans lequel se trouve de l'huile, du pétrole léger, d'excellente qualité. Ce n'est pas un réservoir dit non conventionnel schiste, mais qui nécessite, pour être produit de manière efficace, qui nécessite la fracturation hydraulique. Donc, nous avons effectué 150 forages horizontaux, avec chacun de ces forages, entre 15 à 20 fracturations hydrauliques à chaque fois. La profondeur 1700 mètres au niveau de ce réservoir et l'utilisation d'eau. Donc on peut voir que la roche est quand même assez sympathique. Elle nécessite moins d'eau pour la fissurer, donc des interventions de entre 1500 et 2000 mètres cubes d'eau par forage. Donc ça fait environ une centaine de mètres cubes d'eau par étape de fracturation. Donc la production, bien sûr, était de 0 au départ et aujourd'hui, on produit un peu plus de 9000 barils par jour sur ce gisement grâce à ces 150 puits et nous estimons produire environ 14 000 barils de production d'ici fin 2015. Donc, pour conclure, toutes ces différentes informations ont été dites, mais beaucoup de travail chez Vermion a été fait pour essayer d'améliorer le process, pas seulement au niveau de la réduction des coûts, mais être plus efficace en termes d'utilisation des fluides, l'optimisation des agents chimiques, pour utiliser des agents chimiques non dangereux, biodégradables, ce qu'on a déjà mentionné, et utiliser des additifs qui permettent également de réduire les besoins en eau. Voilà. Dernière info, au niveau de réduction des coûts, c'est un chiffre intéressant. Lorsqu'on a démarré notre campagne de forage horizontaux en 2010 au Canada, un forage coûtait environ 6,5 millions de dollars canadiens pour Vermion. Aujourd'hui, on est à des coûts environ de 3 millions de dollars canadiens. Donc, on a réduit, divisé par 2, le coût du forage, y incluant la fracturation hydraulique. Voilà. Bien. Merci. Bien, merci beaucoup, M. Simard, pour cet exposé extrêmement précis. Dernier intervenant
John Strash, qui est président directeur général d'EcoStream, qui est une entreprise américaine. Je remercie tout particulièrement John Strash, ce qui évidemment ne veut pas dire que je ne remercie pas tout autant les autres intervenants, mais M. Strash vient du Texas et est venu exprès pour cette réunion. Alors je voulais vraiment vous en remercier, ce qui donne le temps aux uns et aux autres de se munir des petits appareils qui nous permettront de bien suivre votre exposé. Moi-même, je ne sais pas où me brancher. Ah, si, c'est là. C'est quelle ligne? Alors, quel est le canal? Canal 1. Canal 1. Voilà. Voilà. Monsieur Trash, vous avez la parole. Ah, okay. Voilà. Monsieur Strash, je vous donne la parole. Mr. Chairman, members of Parliament, merci beaucoup. Monsieur le Tragically, Président, that is the extent du of Parlement, my je vous French. remercie. Malheureusement, je ne sais pas en dire plus en français. Je ne sais dire que merci. Je m'excuse de m'adresser à vous en français, mais je suis vraiment très heureux d'être ici pour vous présenter la technologie de stimulation au propane qui est disponible commercialement aujourd'hui et qui représente une alternative à la fracturation hydraulique et qui se distingue par le fait qu'elle n'a pas recours à l'eau. Nous proposons cette technologie dans nombre de pays à travers le monde, pas seulement en France. J'aimerais également vous signaler que EcoStream n'est pas ici aujourd'hui pour critiquer la fracturation hydraulique. Ce que nous pensons, c'est que notre technologie est plus élégante, plus efficace et présente un meilleur rapport coût-efficacité avec moins d'impact dans tous les domaines qui présentent une importance. Je vais tout d'abord vous présenter une petite histoire de la stimulation au propane. Ce n'est pas nouveau, cela existe depuis plus de 50 ans. Notre entreprise a recours à la stimulation au propane depuis la fin des années 70 et au cours des années 80. Nous avons utilisé le propane et le butane pour stimuler des gisements de gaz épuisés. Puis, avec le phénomène du gaz de schiste aux États-Unis, et en grande partie à cause des préoccupations liées à l'eau, à la propreté de l'eau, on a commencé à s'intéresser à la possibilité d'utiliser d'autres liquides pour stimuler les schistes. Et en raison de notre expérience avec le propane et le butane, il nous a été facile d'utiliser cette technologie assez rapidement. Il existe une entreprise qui s'appelle GasFrac au Canada et qui utilise cette technologie sous forme de gel, avec du propane sous forme de gel. Toutefois, ce qui nous préoccupe, c'est que le propane, c'est magnifique parce que c'est moins visqueux. Donc on peut en utiliser moins. Toutefois, les agents de soutènement sont très lourds. Or, les agents chimiques rendent le propane plus épais et ceci présente des sujets de préoccupation. En 2012, une étude a été réalisée et EcoStream a pu finalement proposer une technologie de stimulation au propane pur. Ce qui permet à cette technologie d'exister, ce sont des améliorations non pas apportées au fluide de stimulation du schiste lui-même, mais des améliorations
des agents de soutènement, du poids des agents de soutènement. Ce sont des techniques qui ont été utilisées pour l'industrie de la peinture, des fullerenes, qui sont des molécules de carbone exceptionnellement légères. Donc, s'il est possible de mettre en équivalence la densité et le poids des particules avec le fluide, qui est très léger, le propane est très léger, on pourra fonctionner sans eau et sans adjuvants chimiques. Vous aurez peut-être un peu de mal à voir la diapositive, mais finalement, le concept ne diffère pas d'une stimulation avec un tout autre type de liquide. Alors, la première phase, vous voyez les flèches qui vont vers le fond. L'agent de soutènement est en suspension parce qu'il a la même gravité, le même poids que le propane. C'est le même propane que l'on utilise à usage domestique à la maison. Donc, on l'injecte dans le puits. Et c'est là ce que vous voyez sur le petit schéma à gauche. Mais il faut que vous vous concentriez sur la deuxième illustration. On voit que l'agent de sous-sediment entre dans les fissures de la roche-mère. Et c'est cela qui permet de produire du gaz. Dans la fracturation par l'eau, l'eau revient en surface parce que l'eau n'est pas compatible avec le réservoir. Or, nous essayons de faire en sorte que l'eau se comporte plus comme un hydrocarbure. Or, l'eau interfère avec la production d'eau. Donc, avec le propane, on a une efficacité accrue en raison de la viscosité assez basse. Les agents de soutènement sont tout de même en position, il n'y a pas d'obstruction. La fracturation est plus propre, et ceci avec un volume moindre utilisé. J'aimerais également insister sur le fait que vous avez un liquide qui est injecté, du propane liquide que vous utilisez dans vos bonbonnes à la maison, vos bonbonnes de gaz. Mais lorsque l'on réduit la pression pour que celui-ci revienne en surface, il se transforme à nouveau en gaz. Il passe en phase gazeuse et l'on peut ensuite le séparer et les réutiliser vraiment en circuit fermé. Donc en termes d'efficacité, l'efficacité est vraiment très élevée. On a pu tester, on a vu que cela fonctionnait très bien. Et il n'y a rien de magique là-dedans, il n'y a pas de technique qui fonctionne à chaque fois, mais lorsque cela fonctionne, et lorsqu'on parvient à placer les agents de soulèvement, on peut récupérer 95% du propane, on peut le séparer sur le site du forage lui-même et le réutiliser. L'avantage principal, les avantages principaux répondent en fait à toutes les préoccupations auxquelles Pascal n'a pas répondu. L'eau, il n'y a aucune eau qui revient en surface. Donc, ce qui permet vraiment de protéger l'environnement. Les questions de sismicité également. Pas une seule goutte d'eau qui n'est utilisée. L'eau
qui remontent à la surface, qui normalement ramènent à la surface des matériaux radioactifs. Tout cela est éliminé, totalement éliminé. On n'a plus un aller-retour, des allées et venues de centaines de camions. Cela n'est plus le cas. Les camions qui normalement apportent l'eau. Et puis, pour en rester au sujet de l'eau, puisqu'on n'utilise pas d'eau, il n'y a pas de sismicité. Donc la sismicité n'entre tout simplement pas en compte. Le propane n'a pas d'adjuvant chimique. Donc la question de la toxicité des adjuvants ne se pose tout simplement pas parce qu'il n'y en a pas. Nous pouvons récupérer le propane et nous pouvons tenir des comptes à ce niveau-là. L'empreinte est également beaucoup plus basse et ceci ne concerne pas seulement l'utilisation, l'absence d'utilisation d'eau, mais vous avez vu le balai de camions qui vont et viennent dans le site de fracturation hydraulique. Nous, on en utilise peut-être un tiers. Il n'y a pas de mélange chimique qui se fait sur place, donc les volumes sont beaucoup plus bas. Puisque le propane remonte à la surface beaucoup plus rapidement, il n'est pas nécessaire de faire ressortir l'eau du puits. Il n'y a pas besoin non plus de torchage du gaz, puisque le propane remonte tout de suite à la surface, qu'il est mélangé avec du méthane et de l'éthane, et tout ça c'est très facile à séparer, à mettre immédiatement dans un gazoduc. Alors je vais vous montrer maintenant une coupe. Un plan de coupe du tubage qui est utilisé. On utilise des volumes moins importants, ce qui fait que l'on peut utiliser des tubages à l'intérieur d'un coffrage. Or, lorsqu'on utilise des volumes très importants d'eau, très souvent le coffrage est le conduit lui-même. Or, avec la stimulation par le propane, il est possible d'utiliser le tubage pour injecter le propane dans le puits. Ceci ne perturbe pas le coffrage, il s'agit d'une opération à très haute pression. Qui pourrait avoir des effets sur le coffrage. Et puis, encore une fois, les risques de sismicité sont vraiment négligeables. Là, on a réduit les risques. Donc, ce n'est pas le même volume d'énergie que l'on utilise pour la fracturation hydraulique. Donc, sismicité énormément réduite. Le propane est inflammable. Donc nous avons tenté d'utiliser ce gaz qui est un composant naturel du gaz naturel. On trouve du propane dans presque tous les gisements de gaz qui existent. C'est pour cela qu'il est compatible avec le réservoir. Et nous avons assimilé le risque de la production de gaz naturel, qui comporte toujours un risque. Donc avec des appareils de prévention des éruptions, là notre opération est très brève et la différence c'est que nous injectons du propane à très haute pression pendant une période de temps très courte. Donc, pas de possibilité de fuite. Si elle n'est pas détectée, pourrait aboutir à un incendie ou à une explosion.
Nous avons choisi le propane, pas uniquement parce qu'il est propre, mais également parce qu'il y a une longue histoire d'utilisation du propane, des infrastructures. Il y a des centaines de millions d'Européens qui utilisent le propane, des bonbonnes dans toutes nos maisons, des citernes, des camions citernes qui ont des permis de conduire sur toutes les routes d'Europe. On utilise le propane depuis très longtemps et en toute sécurité. Donc on va utiliser cela sur un site industriel où nous allons gérer ce risque à un niveau industriel. On n'est plus dans une maison et ces sites ne seront pas placés à proximité de zones résidentielles. That's fine. This is not one solution for every circumstance. Il y a certaines choses que l'on peut faire dans un cadre rural qui éliminerait tous les risques aux résidences, aux structures humaines, contre la végétation, les animaux. Entre autres, on peut vraiment encadrer toute l'opération, tout est automatisé, tout est contrôlé avec des valves de sécurité d'urgence. Il y a la moindre fuite qui est détectée. Personne ne serait autorisé à entrer dans le site d'opération. Et d'ailleurs, personne ne serait autorisé à être à moins de 300 mètres du site des opérations. Voilà, c'est cela que j'étais en train de vous écrire sur cette diapositive. Il y a beaucoup moins de matériel qu'on a l'habitude d'en voir. Donc si jamais il y a une fuite de gaz, on peut le brûler. On a également un dispositif pour protéger l'aspect visuel, pour que le site ne soit pas trop visible de l'extérieur. Il y a un site de contrôle. Et là, vous avez un périmètre de 300 mètres autour du site des opérations. Donc, si jamais un accident se produit autour de la tête de puits, voilà, c'est là qu'est la composante à haute pression. Au-delà, voilà, c'est relativement basse pression par là. Donc, que faire? Quelle solution? Tout d'abord, on met un coffre autour de cette zone à haute pression. Ce tuyau est à 1500 bars et on l'entoure d'une autre couche haute pression. Et à l'intérieur, l'espace annulaire entre la conduite d'injection est également protégé et l'on estime que la faillite de ce site est très en dessous de tout site d'exploitation, qu'il s'agisse du propane ou d'autres gaz. Nous pouvons également séquestrer le gaz jusqu'à ce qu'on le rende non inflammable avec des matériaux extincteurs au cas, là encore, où il y ait une fuite. Il y a un risque, en effet, qui est associé à l'utilisation du propane, mais nous pensons que ce genre de système, ce genre de configuration avec plusieurs niveaux de sécurité, de surveillance, de contrôle, présente un risque extrêmement faible pour ce système d'opération, bien plus bas que lorsqu'on utilise du propane chez nous à la maison. J'espère que je suis resté dans les temps. Oui, je vérifiais et il vous restait 2 secondes. Bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Srash. Merci à tous les intervenants parce que justement, vous avez
contenu votre propos dans un créneau qui était extrêmement réduit, mais qui nous permet maintenant d'ouvrir le débat. Je reviens sur le mot stimulation propane, qui est un peu opposé ou différencié de fracturation hydraulique. Alors, je ne peux pas m'empêcher de souligner que nos amis canadiens francophones ont une autre expression qui est le massage de la roche, ou la caresse, il y a les deux. On en reparlera tout à l'heure. Bien, écoutez, le débat est ouvert. Je pense que ces exposés ont suscité beaucoup d'intérêt, donc beaucoup de questions. Alors, je me tourne d'abord vers les membres du comité scientifique. Je vous en prie. Pierre Toulouat. I have two questions to John Trash. Deux questions pour John Trash. La première, est-ce que vous avez testé à échelle réelle la combinaison du propane pur et des agents de soutènement, le tout ensemble à échelle commerciale? Est-ce que vous avez intégré toutes les composantes de ce que vous proposez en utilisant les agents de soutènement à faible densité et le propane pur? Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, en ce qui concerne les agents extincteurs, vous pensez donc mélanger ces agents extincteurs avec le propane, ou est-ce que vous pensez utiliser ces extincteurs en cas de fuite uniquement? Quelle est votre stratégie en ce qui concerne les extincteurs? Yes, I just wanted to say a quick thing about stimulation, fracturation and massaging. Très rapidement, en ce qui concerne la terminologie, la fracturation, la stimulation, le massage, etc., nous avons commencé à utiliser le terme stimulation parce que la stimulation hydraulique concerne la stimulation géothermique. Donc c'est pour cela que nous avons utilisé le terme stimulation. Nous avons utilisé les agents de soutènement en décembre. Nous n'avons pas encore utilisé les agents de soutènement avec le propane. Toutefois, au cours des milliers d'opérations de fracturation qui ont eu lieu, principalement aux États-Unis, sans être trop académique, il y a une loi qui s'appelle la loi de Stokes, Stokes Law, qui concerne la mise en place d'une particule dans un fluide et la façon dont elle s'additionne à l'eau et au propane. Et nous avons constaté que nous pouvons réduire la viscosité d'un fluide pour qu'il soit égal à celle du sable, pour les mettre en adéquation, pour essayer de faire en sorte que le fluide soit plus lourd et les agents de soutènement plus légers. Toutefois, à chaque fois que la gravité du fluide est égale à la gravité ou à la densité de l'agent de soutènement, on a constaté que cela fonctionne. On n'a pas encore donc réussi à démontrer ce premier principe scientifique. C'est le cas avec les systèmes de peinture. Il y a certaines particules que l'on utilise donc dans le domaine de la peinture. Et dans tous ces domaines, on voit que la particule est entraînée de façon uniforme, et ceci selon Stokes Law, la loi de Stokes. Donc on n'a pas encore un liquide qui soit de la même densité que les particules, mais il y a plus d'1,5 million d'exemples où ces deux paramètres ont pu être mis en adéquation. En ce qui concerne la question de l'agent extincteur, bien entendu, nous n'allons pas porter atteinte ou enfreindre notre code même, celui de ne pas utiliser d'adjuvant. Par exemple, j'ai
dit qu'il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas de problème lié à l'eau, il n'y a pas d'adjuvant, donc pas de problème lié aux adjuvants, donc pas d'adjuvant. Techniquement, il me semble tout à fait possible, si l'on permettait d'utiliser un adjuvant, d'utiliser des propanes fluorés qui ont des propriétés extinctives. On utilise également des hydrocarbones fluorinés qui ne sont pas toxiques. Ce sont des alcanes halogénés que l'on peut utiliser dans le propane, qui sont également des réfrigérants. Et l'on peut le combiner avec le propane. C'est un mélange qui n'est pas toxique, qui ne porte pas atteinte à la couche d'ozone, qui n'est pas corrosif, pas carcinogène. Un réfrigérant qui n'est pas inflammable également. Cela pourrait coûter assez cher de le mélanger avec le fluide de stimulation. Toutefois, la pression est similaire à celle du butane. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut le réutiliser en cycle fermé. Donc, finalement, il pourrait y avoir très peu de différence entre l'utilisation de ce principe-là et le propane seul en termes de coût. On propose également d'utiliser une zone sur le segment à haute pression avec des alcanes du propane fluoré. Then this starts to flood the area inside the berms and things like this. So it's an added safety feature. Donc c'est une caractéristique de sécurité de plus. Le système dans son ensemble atténue énormément les risques, mais si on utilise cet élément-là en plus, on réduit encore plus, d'autant plus. Donc, si on utilise un système comme celui-ci, on pourrait mélanger au site de production. Comme cela, les camions-citernes transporteraient un liquide qui n'est pas inflammable. La viscosité de cette substance est un peu plus élevée. Mais on pourrait en fait trouver un bon équilibre en fait. Il pourrait y avoir d'autres avantages techniques. Merci, M. Fra. Je voudrais vous poser une question. Cette technique et la stimulation propane est aujourd'hui opérationnelle dans votre pays? Et si oui, depuis combien de temps? Yes. Yes. Oui. Depuis 2007-2008. Je ne sais plus qui en a parlé dans sa présentation, mais ce type de stimulation n'est pas nouveau. On parle de la pressurisation du propane ou du butane et de son injection dans les roches serrées, compactes. Cela se fait depuis 60 ou 70 ans. Il y a une longue histoire de l'usage de propane. Cela dépasse largement cette application actuelle dont nous parlons aujourd'hui. Nous avons donc beaucoup d'expérience, beaucoup de retours d'expérience. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, je voudrais revenir sur cette question que vous avez citée dès le début sur les matériaux injectés. En fait, il y a un double problème et je n'ai pas compris qu'il était vraiment traité par des chercheurs du point de vue scientifique. Il y a le principal, c'est de transporter des grains
pour empêcher la fissure de se refermer après qu'elle aura été ouverte. Or, la recherche sur la densité des grains, leur résistance et l'uniformité de la granulométrie, etc., est une recherche en soi. C'est ce qu'on appelle un liquide de Bingham. C'est un liquide qui frotte et qui décante, ce qui n'est pas du tout un liquide visqueux habituel. Et alors, il y a d'une part ça, qui est sur les grains eux-mêmes. Alors, il y a des céramiques, etc. Mais je ne sais pas si les recherches sont faites. Ensuite, vous avez cité les produits qui augmentent qui freinent la décantation. Ça rappelle de l'argile, qui freine la décantation pas dans le transport. On a parlé des goires, les pois. Est-ce que nous, en France, on peut faire des haricots pendant les périodes de jachère? J'en sais rien. Mais on n'a pas eu l'impression, dans ce que les chercheurs nous ont raconté, que ces deux sujets très fondamentaux étaient vraiment traités comme de la science. Alors, et ma deuxième remarque, comme ça, beaucoup des orateurs ont dit que les fissures existaient déjà et qu'on devait les ouvrir. C'est pas moi, monsieur, qui a cassé le rocher, c'était déjà fait avant. Et on sent que sous-jacent, il y a l'idée que non, on ne fracture pas, on ne fait qu'ouvrir, on ne fait que passer. Alors, bon, d'accord, et alors, vous citiez tout à l'heure le fait de stimuler, de masser, on reste dans la sémantique, mais la sémantique non neutre, entre fracturer la roche mère et stimuler la couche, on sent qu'il y a des grosses nuances. Voilà. Alors vous, qui êtes des politiques, je pense que vous le comprenez mieux que moi. Je crois qu'il faut revenir. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense qu'il faut revenir aux scientifiques qui avaient tout à l'heure évoqué. C'est peut-être M. Courme ou M. Pijaudier-Cabot qui vont répondre à cette question de M. Tardieu. Oui, si je peux me permettre, un petit procès d'intention. C'est pas du tout le propos. Je pense que l'idée, vous avez raison, ce que j'ai essayé de dire, et je pense ne pas être le seul, c'est qu'il y a généralement un réseau préexistant qui est fermé, que le mécanisme utilise ce réseau c'est le point d'initiation, et ensuite vous le complétez, vous recréez, vous cassez la roche, on la casse nécessairement. Voilà. Mais la sémantique, quand même, un point derrière ça, c'est que l'idée, quand même, c'est que la fracturation hydraulique, dans l'imaginaire des gens, très souvent, c'est on crée une énorme fracture dans le sous-sol. L'idée du dire le sous-sol est déjà, ces roches sont déjà fracturées, c'est de mieux permettre la représentation mentale d'un réseau diffus de fissures, qui est la réalité, je pense, dans le sous-sol. Voilà. C'était je pense, l'idée derrière l'utilisation, la précision sur il y a un réseau préexistant, même s'il est déjà fermé. Peut-être sur la partie propant, oui, c'est clair qu'il y a tout un pan de recherche qui aujourd'hui se développe sur la simple question, est-ce que le propant pénètre dans les fissures, comment et sous quelles conditions est-ce qu'il va rester? Ça, c'est aujourd'hui, on sait les évaluations qu'on peut en faire sont que dans certains cas, on arrive à proper, entre guillemets, à peu près la moitié de ce qu'on crée comme fissure ou de ce qu'on réactive comme fissure. Donc on ne connaît pas. Maintenant, il y a effectivement dans la recherche scientifique tout un pan de recherche sur les fluides visqueux chargés par des suspensions. Ça existe et c'est des recherches qui progressent, elles aussi. Maintenant, de là à ce qu'elles soient appliquées au problème de la fracturation ou de la stimulation hydraulique, c'est un pas supplémentaire. Mais il y a quand même des résultats disponibles dans la littérature. Oui. Je connais les résultats disponibles qui ont été utilisés depuis longtemps. Et la question qui a été posée, c'est est-ce qu'on les applique pratiquement au cas réel de cette stimulation hydraulique? Et est-ce qu'on fait le lien, puisque ce n'est pas tout à fait les mêmes types de chercheurs qui font ces recherches-là que ceux qui font de la géologie profonde? Au moins, les chercheurs qui regardent les problématiques de fracturation et de fracturation hydraulique, eux incluent ces dimensions-là. Voilà. Oui, un complément de réponse. Donc, dans le cadre de l'encre, on a bien identifié cette question de matériaux. On a identifié aussi qu'en France, il y a des laboratoires où il y a des compétences, des chercheurs qui travaillent sur les questions de matériaux. Ce qu'il faut maintenant, c'est orienter ces recherches vers cette application. Et pour la compréhension de chacun, l'enjeu, c'est de trouver des matériaux qui soient à la fois résistants mais légers. Donc on voit qu'il y a un paradoxe à résoudre et que ça a trait à la structure, à la composition de ces matériaux, ce qui demande de la recherche, et puis voir en plus si ces matériaux peuvent être utilisés dans un contexte industriel et puis peuvent répondre à ces questions d'hydrodynamique qui sont additionnelles aux propriétés mécaniques.
on peut déduire de votre réponse qu'en fait, il n'y a pas actuellement d'équipe qui travaille précisément sur ces sujets pourtant très importants. Je crois que j'avais sans doute pas été assez clair dans ma présentation en disant qu'il n'y avait pas de programme de recherche aujourd'hui qui soutenait ce genre. C'était dans ma conclusion. Voilà. There are two lightweight Il y a deux agents de soutènement possibles, il y a deux options. Vous pouvez aller sur le site web et lire à ce sujet. Il y a d'abord l'Envirosphere, c'est un agent céramique qui a été créé pour l'industrie de la peinture. C'est un agent qui est utilisé depuis très longtemps. Il y a tout un tas de données sur la sécurité de cette matière. Ce sont des agents qui donnent des textures à la peinture utilisée dans des résidences privées, donc c'est tout à fait acceptable. Après les questions sur la stabilité, la durabilité de ces différents éléments, c'est quelque chose qui nous concerne bien sûr. Nous avons fait des recherches. La recherche existe sur cette particule-là. Ces particules céramiques qui sont rondes et donc par leur forme même sont très efficaces. Il y a aussi une société qui s'appelle Oxen qui utilise les fullerènes et les fullerènes sont des sphères carbone-carbone qui ressemblent à des ballons de foot. Ça porte le nom de Buckminster Fuller. C'était un scientifique anglais. Ce sont des composants très légers, très résistants et très stables, non réactifs, car toutes les liaisons carbone-carbone font que la structure moléculaire est extrêmement résistante. Il y a d'autres possibilités, mais je pense que ces recherches-là qui ont été menées de par le monde sont tout à fait applicables pour nos besoins. Merci. Monsieur Belloc. Oui, une petite précision aussi sur la partie fissuration et fracturation. Il y a un réseau de fissures effectivement qui existe et l'objet de la fracturation hydraulique ou de la stimulation hydraulique, c'est effectivement d'interconnecter en pompant un fluide dans ces micro-fissures, de les interconnecter. On va les ouvrir un peu, on va les remplir d'un sable qui est assez poreux et assez perméable, de manière à ce qu'après on ait une productivité qui soit importante. Mais pour quand même donner des ordres de grandeur, parce que c'est important, les fracturations qu'on crée avec l'injection de le fluide visqueux, elles sont millimétriques. Donc c'est pas des fractures, il ne faut pas que les gens s'imaginent qu'on ait des fractures qui soient immenses. Elles sont plutôt millimétriques dans leur épaisseur, et puis en termes de hauteur, elles peuvent faire quelques dizaines de mètres, voire quelques centaines de mètres au maximum. Après, on est limité par les puissances de pompage. Voilà. Et pour donner les ordres de grandeur, on reste quand même sur... on prend ces micro-fissures, on les écarte un peu, mais on reste sur des dimensions qui sont millimétriques. Juste une question. Et je vous en prie, ce dernier. Il y a des gens qui craignent que dans un cadre tectonique particulier, où les contraintes ne sont pas du tout celles que vous pensez in situ, une direction de faible contrainte, en fait, conduise la fissure, elle est beaucoup plus loin, même sans gros pompage, et en fait, en disant, en fait, vous ne contrôlez pas grand-chose, vous nous faites des conférences, mais vous ne contrôlez pas vraiment. C'est la provocation, mais... Voilà. Non, alors déjà, il faut savoir qu'en général, avant de faire une fracturation hydraulique, on prend des échantillons de roches qu'on recrée, qu'on remet en condition, et de manière à déterminer quels sont effectivement le régime de contraintes. Est-ce qu'il y a des contraintes verticales, horizontales, enfin, quelles sont les contraintes mineures et majeures. Donc ça, c'est un premier point. Et puis ensuite, pendant les opérations de fracturation hydraulique, c'est bien ce qu'on dit tout à l'heure, on a, avec les techniques de microsismique aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a des sociétés françaises qui sont très pointues aujourd'hui là-dedans, on arrive à visualiser la propagation de ces fractures, à savoir si elles sont horizontales, si elles sont verticales, si elles sont uniques, multiples, etc. Donc on arrive à suivre aujourd'hui, il y a encore de la recherche à faire, il y a encore de l'innovation à faire, mais on arrive à avoir une bonne visibilité. Pendant l'opération de pompage, pendant la fracturation hydraulique, on arrive à avoir une bonne visibilité des mécanismes ou d'extension de la fracture. Monsieur Fabriol du BRGM.
Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais rebondir sur la question de Monsieur Tardieu, parce qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas minimiser l'aspect sismicité induite. Justement, la réactivation, on va dire, de failles à une certaine distance, c'est ce qui semblerait, j'emploie le mot semblerait, qui est arrivé en Angleterre il y a 2 ans environ et qui a arrêté d'ailleurs des opérations de simulation d'une compagnie anglaise. Et en fait, les géologues du BGS pensent qu'effectivement, il y avait une faille à une certaine distance qui a été réactivée sur une très faible amplitude, puisque c'était un magnitude 2, mais que donc le problème n'est pas négligeable. Alors, je ne sais pas si c'est M. Belloc ou M. Courme qui nous a montré une figure où il y avait les magnitudes des séismes. Alors, un séisme de magnitude 2, quand il est relativement près de la surface, et ce qui est le cas dans les opérations de fracturation hydraulique, quand même, ça se ressent. Et c'est ce qui fait que les opérations en Angleterre ont été arrêtées. Alors, on sait que de ce côté-là, on peut quand même, en étudiant suffisamment à l'avance et suffisamment précisément les massifs où on va faire les injections, avoir ce rang de risque, mais il ne doit pas être minimisé. Alors, il y a aussi un autre aspect, et ça sera une question donc pour Monsieur Belloc, c'est les eaux qui sont produites. Donc, il nous a dit pour une opération pétrolière classique, on a 4 barils d'eau produite pour 1 baril de pétrole produit. Donc, en général, les pétroliers, entre autres, réinjectent cette eau. Et des fois, lorsqu'ils réinjectent cette eau dans on va dire des couches sédimentaires qui ne sont pas exactement le réservoir ou qui peuvent être le réservoir, il y a aussi des séismes qui sont induits et qui peuvent être relativement forts. Donc ma question est, dans le cas de fracturation hydraulique à l'eau, est-ce que cette eau sera réinjectée ou traitée et éventuellement évacuée dans les réseaux de surface? Monsieur Belloc, vous étiez questionné. Oui. Sur l'Angleterre, vous avez raison. C'est vrai qu'effectivement, il y a eu une fracturation hydraulique qui était faite près d'une faille et qui a généré des événements sismiques de l'ordre, je crois que c'était 2,3 sur l'échelle de Richter. Donc c'est sûr. Bon, encore une fois, ce qu'il faut dire dans tout ce débat, c'est que le risque zéro, bien évidemment, il n'existe pas. Donc on essaie de le maîtriser. Et dans le cadre de l'Angleterre, effectivement, il faut au mieux avant faire des études géologiques, des études de sismique, etc., pour essayer d'avoir la meilleure image du sous-sol et d'identifier un certain nombre de failles importantes existantes. Et auquel cas, on évite de faire des opérations de fracturation hydraulique près de ces failles. Bon. Donc, effectivement, l'exemple au UK est réel. Ils ont arrêté les opérations, ils ont recommencé un peu après. Sur la deuxième question, c'était sur la réinjection. Non, la réinjection, il faut éviter de réinjecter. De toute façon, en France, le droit sur l'eau fait qu'on ne peut pas en général réinjecter ce type de fluide dans des aquifères ou dans des zones du sous-sol. Donc, il faut effectivement l'éviter. C'est fait aux États-Unis, effectivement. Dans beaucoup d'États aux États-Unis, on réinjecte l'eau. Mais je pense que si on devait faire ces opérations en France, il faudrait traiter l'eau en surface, traiter les résidus, mais ne pas la réinjecter dans le sous-sol. Parce qu'effectivement, on peut créer des événements sismiques. Monsieur Percebois. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai une question pour Monsieur Courme. Vous avez dit que la fracturation électrique vous semblait non viable en tout cas pour Total. Est-ce que je dirais actuellement, il y a des recherches qui sont menées dans le monde sur ces questions, ou est-ce que vous pensez que, je dirais pour des raisons, de physique, c'est pas viable et tout le monde est d'accord là-dessus? La raison est plutôt, la question devrait plutôt être adressée à mon voisin qui est responsable des recherches sur le sujet, donc je vous laisse la parole peut-être. Si je ne suis pas d'accord, je le dirai. Les équipes qui travaillent là-dessus, il y a à l'heure actuelle une équipe en Chine au moins et une équipe à Texas Tech qui travaille sur ce problème-là à peu près en même temps que nous. Voilà le paysage au moins tel que l'on peut l'avoir par l'intermédiaire de la littérature scientifique ouverte. Je précise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la fracturation électrique ou la fracturation dynamique, ou la stimulation dynamique, comme on voudra le prononcer, ça a 2 avantages. Le premier avantage, c'est que contrairement à la fracturation hydraulique, on contrôle, on sait où est-ce qu'on va fissurer, où est-ce qu'on va fracturer. Pour répondre à la question, où quelquefois on ne sait pas trop parce que c'est contrôlé par le milieu naturel et par l'état du milieu naturel, là on s'affranchit complètement de l'état du milieu naturel. On contrôle.
Ça c'est un point quand même qui peut être intéressant. Le désavantage, c'est que l'on ne va pas aussi loin, c'est-à-dire qu'on ne va pas développer des fractures qui vont s'étendre sur plusieurs dizaines de mètres. Maintenant, la question qui est posée, et c'est une question sur laquelle les chercheurs travaillent, c'est on a tendance à raisonner en longueur de fracture, mais nous raisonnons en surface de fissure. Et si la densité augmente, on a peut-être le même résultat. Mais ce n'est qu'un peut-être. Voilà. D'où le constat qui est fait aujourd'hui qu'avec des critères d'appréciation qui sont les critères d'appréciation actuels, il y a un certain nombre d'interrogations sur ces méthodes-là. Monsieur Calédian. Un petit complément là-dessus, c'est qu'effectivement, toute technique de stimulation doit d'une part augmenter la perméabilité au voisinage du puits et ensuite propager cette augmentation de perméabilité pour créer une zone de drainage. Donc, ce qui passe par un degré de fissuration qui doit être suffisamment important pour drainer les hydrocarbures en place, que ce soit de l'huile ou du gaz. Quand on a affaire à un processus comme la stimulation électrique, les premières études remontent dans la fin des années 60 là-dessus. Ce qu'il faut, c'est voir comment on contrôle l'initiation de cette augmentation de perméabilité et comment on va propager, comment on peut propager. Bon. Et ça reste quand même un vrai sujet d'étude. Par ailleurs, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les fissurations obtenues par stimulation électrique, de quelle nature sont-elles par rapport à celles provoquées par une augmentation de pression, comme un coin qui ouvrirait progressivement des fissures. Là, on est sur un processus physique différent. La topologie des fissures est peut-être très différente et peut-être même pourrait éviter d'avoir recours à des agents de soutènement, les fameux propontes dont on a beaucoup discuté. Donc tout ça aussi appelle des recherches pour qualifier à la fois la nature, la capacité à conduire, à gérer, à contrôler ce genre de stimulation par voie électrique. Il faut quand même apporter juste un tout petit complément. L'objectif, c'est de stimuler un volume de roche assez important autour du puits pour drainer les hydrocarbures qu'il contient. Si on stimule un volume de roche très faible, il faudra multiplier le nombre de puits. Donc c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, on considère qu'il y a des soucis. Bien, merci. Avant de donner la parole... Excusez, Monsieur le Président. Oui. Je voudrais apporter un complément d'information sur l'eau, parce que c'est une question, un point très important que vous avez soulevé. Votre réponse, M. Belloc, correspondait à la réinjection d'eau ne serait pas envisageable dans le cadre d'une exploitation schiste unique. Chez Vermillon, les interventions que nous avons effectuées, nous avons réinjecté les eaux dans des gisements conventionnels pour maintenir la production. Donc, dans un gisement où il y a déjà une activité conventionnelle, ce serait au bénéfice de la réinjection de cette eau. Et pour vous donner quelques ordres de grandeur, nous sommes un grand gestionnaire d'eau. Sur le seul gisement de Parentis en Aquitaine, nous gérons un peu plus de 55 000 barils d'eau tous les jours pour récupérer 2 000 barils de pétrole brut. D'accord. Alors, M. Bréau, oui, M. Appel. Oui, juste un petit complément à la question de Bernard Tardieu concernant la communauté scientifique française. Il se trouve que l'étude à laquelle François Calédian a fait allusion a été lancée alors que j'étais le premier président de l'Alliance d'encre. Je crois que la conclusion claire est donc c'est qu'il existe des compétences au CNRS, il existe des compétences dans les universités, au BRGM, à l'INERIS, à IFPEN. Et ces compétences peuvent être mobilisées et ce que peut-être François Calédian n'a pas dit suffisamment clairement, le rapport propose un programme de recherche qui pourrait être mobilisé par ces équipes qui existent, un programme de recherche qui réponde à la demande de l'article 4 de la loi de juillet 2011. Mais faut-il qu'il y ait le financement, mais au-delà du financement, faut-il qu'il en ait la communauté scientifique française et l'autorisation de lancer ces travaux, juste en tant que président d'IFPEN, un ministre qui était signataire de notre contrat d'objectif a menacé de ne pas signer ce contrat d'objectif si nous maintenions dans ce contrat d'objectif 2 phrases qui disaient qu'on allait poursuivre une veille sur les technologies en matière de production d'hydrocarbures non conventionnels. Et donc,
Je pense que la communauté scientifique française a besoin d'un signal clair qu'il est possible de travailler sur ces sujets-là, voire même souhaitable. Je signale un excellent rapport qui a été fait par l'attaché scientifique à l'ambassade de France à Washington, qui fait la synthèse de tous les travaux qui sont faits aux États-Unis sur ce sujet-là. C'est vrai que le chiffre d'affaires de la fracturation hydraulique est de l'ordre de 50 milliards de dollars par an. Ça peut justifier quand même des investissements significatifs. Bon, très bien. Monsieur Appert, vous nous suggérez des conclusions. Alors, avant de passer la parole aux journalistes, Monsieur Bréon. Oui, en tant que climatologue, moi, ce qui m'intéresse, c'est les fuites dans l'atmosphère. Vous savez que le méthane, c'est un gaz à effet de serre très puissant, hein, beaucoup plus que le dioxyde de carbone. En fait, dans la littérature scientifique, il y a des choses très contradictoires sur les fuites de méthane à l'occasion de l'exploitation des gaz non conventionnels. Et on lit parfois que le taux de fuite, il va jusqu'à 10%. Donc je voudrais savoir un petit peu ce qu'en pensent les intervenants. Est-ce que c'est complètement farfelu? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut être amélioré? Et est-ce que les différentes techniques dont on a parlé aujourd'hui conduisent à des taux de fuite qui sont variables? Monsieur. Je peux dire quelques mots là-dessus, puisque là, il y a une étude en cours sur ces sujets. Je voudrais d'abord dire qu'effectivement, la question des fuites de méthane est extrêmement importante, qu'elle va bien au-delà de la partie production. En fait, les fuites dans les activités de production sont peut-être les moins mal connues. Ce qui est extrêmement mal connu, ce sont les fuites dans la partie transport et distribution et utilisation du gaz. Vous avez par exemple, alors ce qui est en train de se passer, il y a des technologies qui émergent vraiment depuis 1 ou 2 ans, qui permettent de faire des mesures de concentration de méthane à des coûts relativement modérés. Donc vous avez quelques études qui ont commencé à apparaître aux États-Unis. Le réseau de distribution de la ville de Boston, par exemple, fuit dans tous les coins. Où il y a une grande étude qui est menée par une NGO aux États-Unis, l'Environmental Defense Fund, avec la participation d'un grand nombre de compagnies, qui est en cours pour essayer justement de mettre des chiffres sur tout ça. Donc effectivement, ces choses sont assez mal connues. Aujourd'hui, toutes les évaluations sont basées sur des calculs et non pas des mesures, enfin l'essentiel des évaluations. C'est vrai que quand on fait de la fracturation hydraulique, au moment de la mise en production des puits, si on ne s'est pas équipé pour séparer le méthane et soit le brûler, soit l'envoyer sur le marché, particulièrement au début des développements dans les gaz de schiste aux États-Unis, une grande partie de ce méthane était relâchée dans l'atmosphère. Vous avez une réglementation de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis, qui va imposer à partir de 2015 l'utilisation de technologies de récupération de ce méthane pour ne plus le relâcher dans l'atmosphère. Donc ce sont des choses qui sont d'une part mal connues, il y a un grand besoin de mesures, et qui d'autre part sont en pleine évolution avec des réglementations qui se mettent en place pour minimiser ces rejets de méthane dans l'atmosphère. Bien, je vous remercie. Je vais me tourner vers les journalistes qui ont sans doute des questions à poser. Journaliste. Oui. Alors. Oui, bonjour, Marion Douet de l'agence Reuters. Ma question est plutôt pour Monsieur Belloc. Vous avez évoqué le fait qu'on pouvait utiliser de l'eau qui n'était pas destinée à la consommation humaine. Et ensuite, vous avez donné un exemple de produit utilisant des agents issus de l'industrie agroalimentaire. Est-ce que c'est une bonne méthode de reporter la recherche d'agents vers l'industrie agroalimentaire avec les impacts qu'on peut imaginer sur le prix de ces matières premières ou le prix de ces matières utilisées dans l'alimentation? Il faut voir que les volumes en termes d'additifs sont relativement faibles, hein. Donc je ne pense pas que ça puisse avoir un impact sur l'industrie agroalimentaire. On parle sur les volumes, c'est encore une fois c'est de l'ordre de 1%. Je crois qu'on a entendu parler, notamment pour le goire, d'un impact. Oui.
Le guar est effectivement un additif qui est issu de l'industrie agroalimentaire. Cela dit, en termes de volume par rapport aux consommations qui sont actuelles, bon, je n'ai pas d'ordre de grandeur en tête, mais je ne pense pas que ça puisse avoir un impact important. Je crois qu'on peut peut-être quand même préciser qu'effectivement, il y a eu un impact sur le prix du guar sur le marché, avec l'augmentation très rapide de l'utilisation dans la fracturation aux États-Unis. Je suis tout à fait d'accord que ça n'a pas d'impact sur la sécurité alimentaire. Il s'est trouvé qu'il y a une augmentation de la demande très rapide, que la production prend du temps pour poursuivre, et donc il y a eu un impact momentané sur les prix. Et c'est quelque chose qui est largement en voie de résorbation. Il y a une question suivante, vous qui nous tournez le dos. Oui, vous avez la parole. Bonjour, Marianne Jobert du Journal de l'Environnement. Une question plutôt pour Monsieur Courme. Vous avez parlé tout à l'heure de limiter la remobilisation, notamment des métaux lourds, au moment de la remontée des fluides de fracturation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer par quels moyens vous espérez obtenir cela? Et deuxièmement, vous avez parlé aussi de réduire l'empreinte au sol. Alors, je sais qu'il est souvent question des clusters qui pourraient multiplier les puits. Néanmoins, quand on utilise la fracturation hydraulique, il y a une kyrielle de camions qui apportent les différents liquides, additifs et propans. Alors, comment est-ce que vous espérez réduire dans la phase de forage et de production des débuts l'empreinte au sol, sachant qu'une fois que la tête de puits est posée, le problème est moindre? D'accord. Donc sur la première question, limiter la liquéfaction, il y a, je pense, plusieurs pistes. Une première, c'est d'agir sur la chimie de l'eau, c'est-à-dire son pH par exemple, son acidité. Donc là, ce sont des pistes qui sont explorées. Il y a un projet de recherche aujourd'hui avec le Crégu en France sur le sujet. Je n'ai pas plus de précision. L'autre possibilité, je pense, c'est d'agir sur quels ions sont présents dans l'eau pour éviter les interactions. À nouveau, c'est la remobilisation. Je ne vous en dirai pas plus parce que j'en sais pas plus sur le sujet. Voyez peut-être le Crégu. Il y a un projet de recherche auquel on participe sur le sujet, donc ils seront certainement plus compétents que moi pour aller plus dans le détail. Mais c'est les idées. C'est jouer sur la composition du fluide, la nature du fluide. Pour la partie empreinte au sol, donc effectivement, comme vous le dites, l'essentiel des pistes sur l'aspect cluster. L'aspect trafic est extrêmement important. Il y a un petit peu trop une transposition de ce qui se fait aux États-Unis comme c'est une fatalité. Alors les États-Unis, le transport par camion, c'est un petit peu la norme là-bas. C'est ce qui se fait, c'est pas absolument nécessaire. On peut remplacer au moins pour un certain nombre de produits comme l'eau par exemple par des canalisations. Et c'est ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui aux États-Unis. D'ailleurs, dans les développements dans le nord-est des États-Unis, Marcellus, Utica, on utilise des conduites flexibles mobiles pour transporter un certain nombre de... Ça ne remplacera pas tout, mais ça diminuera considérablement. Et après, vous avez la possibilité de faire du développement un peu plus, pensé à l'avance. C'est pour ça que je mentionnais l'accès à des grands permis qui permettent de mettre des facilités centralisées, si vous voulez, à partir desquelles vous allez alimenter vos clusters. Donc il y a tout. Mais à nouveau, il n'y a pas une solution miracle clé en main. Ça va être à adapter en fonction du contexte local dans chaque type de projet. Bien, je vous remercie. Autre question? Il n'y en a pas. Alors, pardon, toujours journaliste. Oui, Tara Patel de l'agence de presse Bloomberg. C'est une question pour M. Courme. Si vous pouvez commenter directement les propositions et les technologies de M. Thrash. Si Total a déjà testé au Texas, où vous avez des exploitations de gaz de schiste, ou si vous comptez le faire. Merci. Alors, je crois que je partage tout à fait la présentation qu'a faite du sujet M. Thrash. Je crois qu'on est tout à fait d'accord pour dire qu'il y a un intérêt dans certains types de réservoirs d'utiliser du propane par rapport à l'utilisation de l'eau, en termes d'efficacité de la fracturation. Là où nous, Total, on est un tout petit peu plus réticents, mais peut-être par manque d'expérience, donc je réponds en partie à votre question, c'est que nous, on n'a jamais utilisé, on n'a jamais pratiqué ce type d'opération, c'est que la gestion en surface nous paraît pas simple, et qu'aujourd'hui, alors entendez-moi bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste Total n'est pas prêt à promouvoir cette technique en Europe.
Mais je partage complètement les conclusions, ce que dit M. Trache sur le sujet. Après, c'est comment vous gérez comment vous appliquez les contraintes qui ont été très bien montrées, notamment les distances de 300 mètres, par exemple, aux habitations proches, dans un contexte à forte densité de population. Bien, il n'y a plus de questions. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, nous allons passer à la conclusion. Mais enfin... Alors, dans l'ordre du protocole, donc, hein, je n'aurai pas beaucoup de divergences à exprimer avec Jean-Claude Lenoir. Quand on passera cette porte, évidemment, nous reviendrons à nos sujets plus polémiques, hein, mais je crois que nous partageons assez largement les orientations de notre rapport. Moi aussi, je veux remercier les intervenants, souligner la qualité des interventions, remercier nos experts d'avoir posé des questions tout à fait pertinentes et souligner aussi la qualité des documents que nous avons eus à notre disposition ce matin. Et puis, évidemment, nous avions une tonalité très internationale aujourd'hui, outre nos amis roumains, parlementaires roumains qui étaient là en observateur. Nous avions aussi la voix du Canada à travers M. Simard et la voix des États-Unis avec M. Trash, qui tous les deux ont apporté leur expertise parce que c'est quand même chez eux que se met en œuvre l'exploitation dont on parle et pour l'instant encore à l'étude, puisqu'on peut employer ce mot-là, dans notre pays. En tout cas, nous nous sommes attachés ce matin, j'étais dans le civil professeur, hein, et souvent je mettais sur une copie « traiter le sujet hein, ». Et ce matin, nous nous sommes attachés à traiter le sujet, c'est-à-dire la question qui nous est posée, les alternatives à la fracturation hydraulique, la fracturation hydraulique elle-même ou la non-fracturation hydraulique. D'ailleurs, moi qui suis un homme du Nord, j'ai un regard tout à fait intéressé sur cette perspective d'exploitation du gaz de schiste qui serait au fond une belle consolation pour des régions comme le Nord-Pas-de-Calais et la Lorraine qui ont beaucoup donné de leur chair et de leur paysage à la France. Alors, bien entendu, nous avons conscience aussi de ne pas avoir traité le sujet de manière exhaustive. Hein. C'était un coup de projecteur sur l'état de notre rapport. Il va encore connaître beaucoup d'étapes, puisque nous remettrons un rapport d'étape justement vers le mois de mai et un rapport définitif à l'automne, au mois d'octobre probablement. Nous n'avons pas vocation à dire ce que doit faire le gouvernement, ce que doit faire le Parlement. Nous émettrons un avis. Et nous espérons que cet avis, au-delà de l'aspect passionnel, sociétal qu'il contient, sera regardé de tout près. Et puis, entre-temps, eh bien, nous aurons le temps d'aller voir sur place ce que font les Américains, M. Trash, ou ce que font les Canadiens, ou ce que font les Polonais, parce que nous avons besoin aussi de cette grande leçon vivante que nous donne leur industrie. Nous mesurons bien le saut économique que ce sujet fait faire aux Américains, et nous qui avons un taux de croissance zéro, nous regardons avec envie les États-Unis aller vers des croissances beaucoup plus positives que nous. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous maintenant dans quelques semaines pour notre rapport d'étape et dans plusieurs mois pour notre rapport définitif, étant entendu que sans doute les uns et les autres, nous aurons encore à vous solliciter, à solliciter nos experts, à solliciter les avis des experts industriels et économiques qui se sont exprimés et qui nourrissent en fait notre réflexion. Merci à tous et bonne journée. À la conclusion, mais en fait,
Alors je vais commencer puisque je suis sénateur et le député prend la parole après le sénateur. C'est l'ordre protocole en France qui surprend toujours. J'ai un peu de temps, je prends sur le temps que je me suis donné. J'étais député pendant 20 ans, je suis devenu sénateur. Et tout le monde m'a félicité pour ma promotion. En réalité, non, il n'y a pas de promotion. Je descends d'un degré par rapport aux députés. Voilà. Alors, je prends la parole. En réalité, nous sommes convenus avec Christian Bataille que nous n'avions évidemment pas de conclusion à apporter. D'abord, ce serait prématuré. Et ce que nous avons surtout à dire, c'est un grand merci à toutes les personnes, thank you, à toutes les personnes qui sont intervenues, aux membres du comité scientifique et qui nous éclairent utilement, nous, office parlementaire, d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur la question aujourd'hui très, très médiatisée, souvent portée dans les milieux que nous connaissons. Peut-on aujourd'hui s'orienter vers l'exploitation, si on en a, des gisements d'hydrocarbures non conventionnels par des techniques qui soient compatibles avec l'idée qu'on se fait du respect de l'environnement? La question préalable, elle est toujours posée. Mais est-ce que nous en avons sous nos pieds? Alors effectivement, ici, nous sommes dans le bassin parisien. On peut le croire. La preuve d'ailleurs, c'est qu'on exploite déjà du pétrole. Mais d'une façon plus large, est-ce que nous avons des ressources aussi importantes que celles qui sont annoncées? Le bon sens conduit à dire, au moins, soyons autorisés à les voir et donc à les explorer. Et donc, nous nous situons dans une démarche qui consiste surtout à dire la recherche doit se poursuivre. Alors, nous produirons notre conclusion. Alors, le rapport d'étape sera fait en mai, le rapport définitif en octobre, donc nous produirons nos conclusions le moment venu, mais vous voyez quelle est l'inspiration qui nous anime dans le travail que nous sommes en train de réaliser, travail pour lequel vous nous avez déjà beaucoup apporté, puisque nous avons rencontré dans des auditions, je dirais plutôt individuelles, certaines des personnes que nous avons entendues, mais aussi merci pour l'éclairage que vous apportez dans le cadre de cette audition publique. Merci. Christian.